Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous retrouvons un grand nom de la philosophie. Il s'agit de Platon, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Ariel, du grand classique de Walt Disney, La Petite Sirène. La Petite Sirène raconte l'histoire d'Ariel, la fille du roi Triton. Alors que celui-ci dirige fermement son peuple pour le protéger de la menace des pêcheurs, Ariel est fascinée par le monde des humains. Elle collectionne dans une petite caverne des objets techniques qu'elle récupère dans des épaves. Malgré les interdictions de son père, elle s'aventure plusieurs fois à la surface, et c'est ainsi qu'elle rencontre le prince Eric qu'elle sauve de la noyade. La suite, vous la connaissez, elle fait un pacte avec la sorcière des mers pour obtenir des jambes en échange de sa voix, et rejoindre son prince à la surface. La notion que nous allons étudier aujourd'hui n'est autre que la philosophie elle-même. Étymologiquement, la philosophie désigne l'amour, philo, de la sagesse, zophie. Pour définir la sagesse, nous allons rapidement évoquer une anecdote racontée par Platon dans l'Apologie de Socrate. Un jour, l'oracle de Delphes a annoncé à un citoyen venu l'interroger que Socrate était le plus sage de tous les hommes. Or, Socrate est conscient de ne pas avoir beaucoup de connaissances, et il est donc un petit peu surpris par cette révélation. Pour prouver que l'oracle a tort, il va donc interroger ceux qui passent pour les plus savants de la cité. Mais ce qu'il constate, c'est que ces savants, en réalité, ne savent pas grand-chose non plus, tout en étant persuadés d'en savoir énormément. C'est ce qui fait dire à Socrate cette phrase qui est restée célèbre « Si je suis le plus sage de tous les hommes, c'est parce que je sais que je ne sais rien ». Autrement dit, la sagesse consiste en une certaine humilité vis-à-vis du savoir. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis et toujours continuer de se poser des questions sur le monde. On voit donc tout de suite le lien entre cette sagesse et la philosophie, le philosophe étant celui qui interroge le monde qui l'entoure et recherche la vérité sur les choses. Reste à interroger la deuxième partie du mot, philo, c'est-à-dire l'amour, un thème qui a tout de suite bien plus de lien avec Disney. Avant de nous intéresser à la Petite Sirène, nous allons étudier un autre texte de Platon, un texte un peu particulier puisqu'il va s'agir d'un mythe. Le mythe de la naissance d'Éros, qui signifie aussi amour. En fait, en grec, il y a 3 mots pour désigner l'amour, Eros, Philia et Agapé, mais on ne va pas se préoccuper de leurs différences aujourd'hui. Commençons par lire ensemble un extrait du Banquet de Platon. Avant ça, quelques précisions. Contrairement aux autres traités de philosophie, les livres de Platon sont des dialogues entre Socrate, qui était historiquement le maître de Platon, et un des concitoyens de Socrate. Le banquet est une œuvre dans laquelle plusieurs amis de Socrate sont rassemblés autour d'un banquet, et ils vont, chacun leur tour, dire ce qu'est selon eux l'amour. On y trouve notamment le célèbre mythe des androgynes raconté par Aristophane, selon lequel, à l'origine, les êtres humains étaient doubles, mais ont été coupés en 2 par la suite, et l'amour consiste à retrouver sa moitié perdue. Mais le passage qui va nous intéresser est la version de Socrate lui-même, qui transmet ce qu'une femme, Diotime, lui aurait appris un jour. C'est donc un extrait du discours de Diotime que nous allons lire. Le texte étant un peu long, je me suis permis quelques coupes que je ne signalerai pas au cours de ma lecture pour plus de fluidité. Par ailleurs, avant de commencer, je dis rapidement un mot sur les personnages pour vous aider à suivre. Eros, donc l'amour, va être présenté comme le fils de Poros et Pénia. Poros signifie la ruse ou la ressource et Pénia signifie la pauvreté. Maintenant que le contexte est introduit, nous pouvons commencer la lecture. Il faut savoir que le jour où naquit Aphrodite, les dieux festoyaient. Parmi eux se trouvait le fils de Métis, Poros. Or, quand le banquet fut terminé, arriva Pénia qui était venue mendier comme cela est naturel un jour de fête, et elle se tenait sur le pas de la porte. Or, Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin n'existait pas encore à cette époque, se traîna dans le jardin de Zeus et, appesanti par l'ivresse, s'y endormit. Alors Pénia, dans sa pénurie, eut le projet de se faire un enfant par Poros. Elle s'étendit près de lui et devint grosse d'Éros. Puis donc qu'il est le fils de Poros et de Pénia, Éros se trouve dans la condition que voici. D'abord, il est toujours pauvre. Et il s'en faut de beaucoup qu'il soit délicat et beau, comme le croient la plupart des gens. Au contraire, il est rude, malpropre, va-nu-pieds et il n'a pas de gîte, couchant toujours par terre et à la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et le bord des chemins,
car puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. À l'exemple de son père, en revanche, il est à l'affût de tout ce qui est beau et de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent, c'est un chasseur redoutable. Il ne cesse de tramer des ruses, il est passionné de savoir et fertile en expédients, il passe tout son temps à philosopher, c'est un sorcier redoutable, un magicien et un sophiste. Par ailleurs, il se trouve à mi-chemin entre le savoir et l'ignorance. Voici en effet ce qui en est. Aucun dieu ne tend vers le savoir ni ne désire devenir savant, car il l'est. Or, si l'on est savant, on n'a pas besoin de tendre vers le savoir. Les ignorants ne tendent pas davantage vers le savoir ni ne désirent devenir savants. Mais c'est justement ce qu'il y a de fâcheux dans l'ignorance, alors que l'on n'est ni beau, ni bon, ni savant, on croit l'être suffisamment. Non, celui qui ne s'imagine pas en être dépourvu ne désire pas ce dont il ne croit pas devoir être pourvu. Alors, que faut-il retenir de ce mythe qui est assez riche ? Premièrement, Eros est le fils de Poros et Pénia, il a donc hérité à la fois de la ressource et de la pauvreté, ce qui est contradictoire, il est à la fois riche et pauvre. En fait, ce que signifie cette ascendance, c'est que même quand il est riche, il reste pauvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'amour, on n'est jamais pleinement satisfait. On est en fait toujours pauvre. Être amoureux, c'est n'en avoir jamais assez de celui dont on est amoureux, on en veut toujours plus. L'amour est donc directement en lien avec la sagesse qui consiste aussi à ne jamais se satisfaire de ce qu'on a et à toujours se poser plus de questions. C'est pourquoi, à la fin du passage, Diotime précise qu'Eros est aussi entre le savoir et l'ignorance, le savoir étant la richesse évidemment et l'ignorance la pauvreté. Un être entre savoir et ignorance, c'est exactement la façon dont on a décrit le sage à partir de l'anecdote de Socrate. Il sait qu'il ne sait rien, il sait qu'il est ignorant, il a conscience de son ignorance. Or, c'est justement ce qui le distingue de l'ignorant véritable, qui, lui, n'est même pas conscient de ne rien savoir. En fait, la différence entre Socrate et l'ignorant, c'est que Socrate, comme il a conscience d'être ignorant, va chercher à savoir la vérité, alors que l'ignorant ne se pose même pas la question. C'est ce qui est tragique dans l'ignorance selon Socrate et Diotime, non seulement on ne sait rien, mais comme on n'en a pas conscience, on ne cherche pas non plus à savoir. Du coup, philosophie, c'est presque un pléonasme, puisque à la fois philo, l'amour, et sophie, la sagesse, désigne le fait de ne jamais être pleinement satisfait de ce que l'on possède. Et dans l'idée de ne jamais être satisfait, vous pouvez bien sûr reconnaître Ariel, notre petite sirène, puisque Ariel a beau accumuler les objets humains, elle n'en est jamais satisfaite pour autant. Toute la chanson Partir là-bas va exprimer cette souffrance de n'en avoir jamais assez. Elle a une caverne entière remplie d'objets, mais ce n'est pas suffisant. Sa chanson commence par énumérer tout ce qu'elle possède, dans une sorte d'introduction. Puis elle va faire la liste de tout ce qui lui manque. Elle est riche et pourtant elle reste pauvre et a l'impression que tout ça n'a aucune valeur. À la fin de l'intro, donc après avoir énuméré tout ce qu'elle possède, elle dit ces mots très clairs « mais tout ça m'indiffère et m'ennuie ». La traduction littérale de la VO est encore plus claire puisqu'elle dit « je veux plus ». La chanson Partir là-bas trouve son opposé exact un peu plus tard dans le film avec l'autre chanson Sous l'océan où Sébastien le crabe va dire exactement l'inverse. Je cite des extraits de la chanson « Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté »,« Mieux tu pourras pas trouver » ou encore « C'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan ». Au lieu de la pousser à en savoir plus, Sébastien lui conseille de se contenter de ce qu'elle a déjà, parce que ce qu'elle a déjà sous l'océan est énorme. Sébastien est donc cet ignorant, il ne connaît rien du monde humain, qui en plus se complaît dans son ignorance tout en ayant l'impression de posséder énormément de connaissances. Comme l'écrivait Platon dans le texte de tout à l'heure, c'est justement ce qu'il y a de fâcheux dans l'ignorance, alors que l'on n'est ni beau, ni bon, ni savant, on croit l'être suffisamment. Mais revenons à la scène de la chanson Partir là-bas, qui est intéressante à plus d'un titre. Nous avons parlé du texte de la chanson, mais arrêtons-nous un moment sur les images. Ariel est d'abord au fond d'une caverne sous-marine, entourée d'ustensiles et de figurines. Quand Sébastien, qui l'a suivi, entre par le fond de la caverne, il croise plusieurs objets qui lui font voir une image déformée de lui-même. Par exemple, son reflet difforme dans une sphère, puis ses yeux grossis par des lunettes. En haut de la caverne, il y a une petite ouverture qui laisse faiblement entrer la lumière, et par cette ouverture, on peut voir, si on s'en rapproche, le soleil briller à travers l'eau de la mer.
Tous ceux qui ont eu un cours de philosophie dans leur vie commencent sûrement à le voir venir, il m'en faudra pas plus pour comparer cette scène à la plus que célèbre allégorie de la caverne de Platon, qui se trouve dans le livre 7 de La République. Ce texte, qui est étudié par quasiment tous les terminales de tous les lycées, est bien une allégorie et non un mythe. Platon veut expliquer la difficulté qu'il y a à rechercher la vérité, et pour cela, il utilise cette image de la caverne, dont voilà rapidement le fonctionnement. Des hommes sont enchaînés au fond d'une caverne et tournés vers le mur. Ils ne se sont jamais levés ni retournés, ils ont toujours vécu dans le noir, et la seule chose qu'ils connaissent du monde extérieur sont des ombres qui remuent dans le fond de la caverne. Ces ombres sont produites par des marionnettistes qui sont derrière eux et font bouger des figurines et des ustensiles au-dessus d'un mur éclairé par un petit feu. Ces prisonniers sont, dans l'allégorie de Platon, la représentation des êtres humains en général. Ils ne connaissent rien d'autre que ce à quoi ils sont habitués et sont la plupart du temps manipulés par des individus qui s'efforcent de les garder enchaînés. Les marionnettistes de la caverne renvoient aux sophistes, ceux qui, à l'époque de Platon, enseignaient l'art de bien parler pour prendre le pouvoir. Platon continue son allégorie en supposant qu'un des prisonniers se libère de ses chaînes. Il aurait d'abord mal parce qu'il ne s'est jamais retourné de sa vie, puis, en voyant le feu derrière lui, il commencerait par être ébloui et ne plus réussir à voir du tout. Une fois ses yeux habitués à la lumière, il lui faudrait escalader la caverne pour pouvoir en sortir, et une fois à l'extérieur, il serait de nouveau ébloui par le soleil et ne verrait rien pendant un temps. Ce passage illustre la difficulté de la recherche de la vérité. Ce qui nous apparaît en premier, donc là ce sont les ombres, nous semble vrai parce qu'on y est habitué. C'est ce qu'on appelle le vraisemblable, littéralement ce qui semble vrai. Alors que, au contraire, la vérité peut nous sembler invraisemblable au premier abord. D'après l'allégorie, nous serions éblouis par la vérité. Cette recherche est donc longue et difficile puisqu'elle est comparée au fait d'escalader une caverne pour se libérer. On retrouve d'ailleurs à nouveau dans ce texte la tripartition qu'on a vue dans les deux textes précédents entre, premièrement, l'ignorant qui est enchaîné au fond de la caverne et ne sait rien tout en croyant savoir, dans le mythe d'Héros c'est Pénia la pauvreté, deuxièmement, le savant qui désignerait celui qui vit à l'extérieur de la caverne, qu'on peut comparer à Poros, et troisièmement, l'entre-deux, Héros, le sage ou le philosophe, qui n'est plus enchaîné, donc connaît son ignorance, mais est toujours dans la caverne, en train de grimper vers la sortie. Si on compare cette allégorie avec la scène de partir là-bas, on a plusieurs éléments en commun. D'abord, la caverne remplie d'objets et d'ustensiles comme ceux qui sont utilisés par les marionnettistes. Dans les paroles de la chanson, Ariel dit que ces objets brillent comme des soleils. Dans l'allégorie, le soleil représente la vérité, et ces objets qui brillent comme des soleils font donc illusion. Ils ressemblent à la vérité alors que ce ne sont que des figurines. Cette phrase n'est pas dans la VO, mais la VO est encore plus explicite puisque si on traduit littéralement, ça donne « Combien de merveilles peut contenir une caverne ?» Il y a aussi, comme dans le texte de Platon, une ouverture tout en haut de la caverne en direction de laquelle Ariel regarde quand elle est au fond. Ariel sera donc le personnage qui monte vers la sortie de la caverne. C'est d'ailleurs dommage que la souffrance que ressent la petite sirène en devenant humaine dans le conte original écrit par Andersen ne trouve pas son équivalent dans le dessin animé, parce que ça aurait été une bonne référence supplémentaire. En revanche, on peut s'intéresser à ce qu'elle chante pendant qu'elle s'élève vers la sortie. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Je précise que cette fois, ce passage traduit littéralement la VO. Poser des questions et exiger des réponses à son entourage, c'est exactement ce pourquoi était connu Socrate, le maître de Platon, qui a même été condamné à mort parce qu'il dérangeait à force de poser des questions. En parlant de poser des questions, Ariel en a justement deux à poser, je cite la chanson « Qu'est-ce que le feu ? Pourquoi est-ce qu'il brûle ?» Le choix de ces deux questions en particulier est intéressant. Première question, c'est une question de définition. Elle demande ce qu'est le feu. Or, les livres de Platon, qui sont, je le rappelle, présentés sous forme de dialogue entre Socrate et un autre personnage, commencent toujours par une question de définition. Socrate demande à son interlocuteur de définir un terme qu'il vient d'utiliser, par exemple, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que la piété, qu'est-ce que la justice, et ensuite vient la question du pourquoi quand il réfléchit à l'organisation de la cité ou du cosmos. Se demander pourquoi les choses fonctionnent ainsi, c'est la deuxième partie de la réflexion philosophique après la définition.
A l'inverse d'Ariel, le crabe Sébastien reste au fond de la caverne. Il voit les images déformantes qu'on peut facilement comparer aux ombres, et à la fin de la chanson, il se prend les pattes dans des colliers et se retrouve en un sens enchaîné. Celui qui célèbre sa propre ignorance dans la chanson Sous l'océan serait bien, pour Platon, le personnage le plus stupide du dessin animé, d'autant plus que c'est un crustacé et que les animaux aquatiques sont, chez Platon, les créatures les plus ignorantes qui soient. À ce propos, je vais finir par un petit texte de Platon qui se trouve à la toute fin du Timée. Pour remettre ce passage en contexte, rapidement, Platon expose un mythe, celui de la réincarnation des âmes. Donc d'abord il y a les hommes, en fonction de l'existence que l'homme va avoir, donc s'il est vertueux, s'il est sage, s'il recherche la vérité, il va soit après sa mort rester une âme pure qui connaît pleinement la vérité, soit être réincarné en un être inférieur s'il a eu une vie dépravée. Les êtres inférieurs à l'homme sont, dans l'ordre, les femmes, puis les oiseaux, puis les animaux terrestres, puis tout en bas de la hiérarchie, les poissons. Je lis le passage du Timée consacré aux poissons. La quatrième espèce qui vit dans l'eau est née des plus stupides et des plus ignorants de tous. Ceux-là, les artisans de leur transformation, ne les ont même plus jugés dignes de respirer un air pur, parce que leur âme était souillée de toutes sortes de fautes. Au lieu de les laisser respirer un air léger et pur, ils les ont enfoncés dans l'eau pour en respirer les troubles profondeurs. Voilà d'où est venue la nation des poissons, des coquillages et de tous les animaux aquatiques qui, en raison de leur basse ignorance, ont en partage les demeures les plus basses. Sébastien, le crabe de la petite sirène, représente donc la plus basse ignorance, d'autant plus basse que, comme nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, il célèbre cette ignorance en encourageant Ariel à s'en contenter. Le prince Éric, au sommet de la hiérarchie, représente donc l'idéal de savoir. Du coup, l'amour d'Ariel pour Éric dès qu'elle le rencontre peut bien s'interpréter comme un amour de la vérité, Philo, amour, Sophie, la sagesse. Et enfin, Ariel elle-même, mi-humain, mi-poisson, entre savoir et ignorance, est le philosophe, comme Socrate, qui est conscient de son ignorance et fera tout pour se rapprocher de la vérité. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si vous voulez plus d'analyse des films de Walt Disney, je vous invite à regarder de plus près mon livre Il en faut peu pour philosopher. Vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.